Nikolaïevka, 1943, la dernière bataille des chasseurs alpins italiens. 26 janvier 1943, 6 heures du matin. Village de Nikolaïevka, région de Voronej, Union soviétique. Température, moins 34 degrés Celsius. Le général Luigi Reverberi, commandant de la division alpine Tridentina, se tenait sur une colline enneigée et observait le village en contrebas à travers ses jumelles. Par ce village passait la seule route vers l'ouest, la seule voie de salut pour 40 000 soldats italiens et allemands encerclés par l'armée rouge. Derrière le général s'étirait une colonne de 20 km de long. Des hommes exténués dans des capotes déchirées, au visage gelé, aux yeux vides. Ils marchaient depuis 10 jours, battant en retraite depuis le Don, perçant l'encerclement soviétique, gelant, mourant de faim. Chaque nuit, des centaines de cadavres restaient dans la neige, ceux qui ne pouvaient plus avancer. Ceux qui s'asseyaient simplement dans la neige et ne se relevaient pas. La colonne continuait. S'arrêter, c'était mourir. Reverberi le savait. S'ils ne passaient pas par Nikolaïevka aujourd'hui, ils mourraient tous. Les troupes soviétiques resserraient l'étau. Au nord, la 40e armée avançait. Au sud, la 3e armée de chars. 1 ou 2 jours de plus et l'encerclement serait total. Nikolaïevka était la dernière chance. Mais le village était occupé par les troupes soviétiques. Pour passer, il fallait donner l'assaut. Attaquer de front des positions fortifiées, des chasseurs alpins contre des unités soviétiques fraîches, des Italiens exténués, à moitié morts, contre les chars et l'artillerie de l'armée rouge. C'était une attaque suicide, mais il n'y avait pas d'autre issue. Reverberi réunit ses commandants, le colonel Carlo Battisti du bataillon Tirano, le colonel Nino Bevilacqua du bataillon Valle, le major Mario Giannini du régiment d'artillerie. Tous trois étaient exténués, gelés, tenant à peine debout, mais leurs yeux brûlaient. Ils comprenaient que c'était le dernier combat. Soit ils perçaient, soit ils mouraient ici. « Messieurs », commença Reverberi. Sa voix était rauque. Le général n'avait pas dormi depuis 3 jours. Devant nous, Nikolaïevka. Les troupes soviétiques occupent le village. Selon les renseignements, 2 régiments d'infanterie, 1 bataillon de chars, 1 groupe d'artillerie. Environ 4000 soldats. Nous avons 20 000 chasseurs alpins, 10 000 Allemands, 10 000 blessés et victimes de gelures. Mais d'hommes valides, pas plus de 15 000. Nous attaquons à 9 heures. Assaut frontal. Le bataillon Tirano à droite, le bataillon Valle à gauche. L'artillerie doit neutraliser les positions soviétiques. Les Allemands couvriront les flancs. L'objectif est de percer le village et d'atteindre la route ouest. Des questions ? Le colonel Battisti leva la main. Mon général, il nous reste 200 obus pour l'artillerie. Cela suffira pour 10 minutes de bombardement. Ensuite, nous attaquerons sans soutien d'artillerie. Reverberi hocha la tête. Je sais, c'est pourquoi l'attaque sera rapide. 10 minutes de bombardement, puis l'infanterie charge à la baïonnette. Pas de pause, pas d'arrêt. Nous perçons ou nous mourrons. Le colonel Bevilacqua demanda « Et les blessés ? Nous avons 3000 blessés sur des traîneaux. Ils ne pourront pas avancer vite. » Reverberi le regarda. « Les blessés iront au milieu de la colonne. Nous les couvrirons. Mais si la retraite commence, ce sera chacun pour soi. Je ne peux pas promettre de sauver tout le monde. » Bevilacqua hocha la tête. Il comprenait. C'était la vérité de la guerre. Cruelle, mais la vérité. Le major Giannini posa une dernière question. « Mon général, si nous ne perçons pas ?» Reverberi le fixa longuement. Puis il dit doucement « Alors nous mourrons en soldats, les armes à la main, ici, dans cette neige. Mais nous ne nous rendrons pas. Les Alpini ne se rendent pas. » Les commandants se levèrent, saluèrent et partirent préparer leurs troupes pour l'attaque. À 8h30, l'artillerie italienne ouvrit le feu. 12 canons de 75 mm pilonnaient les positions soviétiques dans le village. Les obus explosaient dans les rues, les maisons, les tranchées. La fumée recouvrait le village. Les troupes soviétiques se mirent à l'abri, attendant l'assaut. Elles savaient que les Italiens viendraient. Elles étaient prêtes. À 8h40, l'artillerie se tut. Les obus étaient épuisés. Le silence se fit. Seul le vent hurlait dans la steppe. Et puis, de derrière la colline, les Alpini apparurent. 2000 hommes. Le bataillon Tirano. Ils marchaient debout, fusil en avant, baïonnette au canon. Ils marchaient en silence, sans crier, sans chanter. Ils marchaient, tout simplement, dans la neige, vers les mitrailleuses soviétiques. L'artillerie soviétique ouvrit le feu. Les obus explosaient au milieu des lignes d'Alpini. Les hommes tombaient, par dizaines, par centaines. Mais la ligne continuait d'avancer. Les mitrailleuses se mirent à crépiter.
Les balles fauchaient les rangs. Les Alpini tombaient comme des épis de blé. Mais les autres continuaient. 200 mètres du village. 150. 100. Les soldats soviétiques virent les visages des Italiens. Exténués. Gelés. Mais résolus. Ces hommes ne s'arrêteraient pas. Ils mourraient, mais ils ne s'arrêteraient pas. À 50 mètres, les Alpini se mirent à courir. Ils crièrent. Enfin, ils crièrent. Un cri sauvage. Un cri de rage, de désespoir, de dernier espoir. Ils firent irruption dans le village. Combat à la baïonnette. Corps à corps. Les Italiens se battaient comme des fous. Ils tuaient tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Les soldats soviétiques se défendaient désespérément, mais les Alpini étaient plus terrifiants. Car ils n'avaient rien à perdre. Soit ils perçaient, soit ils mouraient. Il n'y avait pas de troisième option. 1 heure plus tard, le bataillon Tirano avait pris la partie droite du village. Le prix, 600 tués, plus d'un tiers du bataillon. Mais ils avaient percé. À gauche, le bataillon Val prenait d'assaut la partie gauche du village. 1 autre heure de combat, 500 morts de plus. Mais eux aussi avaient percé. À midi, le centre de Nikolaïevka était aux mains des Italiens. La route vers l'ouest était ouverte. Réverbéry ordonna « Colonne, en avant, vite !» avant que les Soviétiques n'amènent des renforts. 40 000 hommes se mirent en marche à travers le village. Les blessés sur des traîneaux, les gelés s'appuyant sur leurs camarades, tous ceux qui pouvaient marcher. Ils avançaient dans les rues jonchées de cadavres, italiens et soviétiques. Ils marchaient sur le sang, la neige, la glace. Ils marchaient vers le salut. Mais à 14 heures, les chars soviétiques contre-attaquèrent. Des T-34 percutèrent la colonne sur les flancs. Les Italiens n'avaient pas d'armes anti-chars. Les chars écrasaient les hommes sous leurs chenilles, les fauchaient à la mitrailleuse. La panique s'installa. Les gens fuyaient. La colonne se disloqua. Réverbéry cria dans sa radio. Toutes les unités, couvrez la retraite. Artillerie, feu sur les chars. Mais il n'y avait plus d'artillerie, plus d'obus. Alors, les Alpini chargèrent les chars avec des grenades, des attaques suicides. Des soldats se jetaient sous les chenilles avec des grenades à la main, se faisant exploser avec les chars. Un char stoppé, un deuxième, un troisième, au prix de dizaines de vies. Mais les chars furent arrêtés. La colonne reprit sa marche. Le soir du 26 janvier, l'avant-garde de la colonne sortit de l'encerclement. Ils atteignirent les positions allemandes à 30 km à l'ouest de Nikolaïevka. Ils étaient sauvés. Mais à quel prix ? Sur les 40 000 qui avaient entamé la retraite, 11 000 atteignirent les lignes allemandes. 29 000 étaient restés dans la neige, tués, gelés, disparus, faits prisonniers. Nikolaïevka avait coûté aux Italiens plus de la moitié de leur armée. 27 janvier 1943, camp allemand, 30 km à l'ouest de Nikolaïevka. Le capitaine Giuseppe Perugini du bataillon Tirano était assis près d'un feu et regardait les flammes. Le visage gelé, des taches noires sur les joues et le nez. Les mains couvertes de bandages sales, gelures au 2e degré. Mais il était en vie. Il avait survécu. De sa compagnie de 200 hommes, il en restait 37. Les autres étaient morts, tués à Nikolaïevka, ou gelés pendant la marche, ou restés en arrière et capturés par les troupes soviétiques. À côté de lui était assis le lieutenant Carlo Viganti. Il était silencieux. Il regardait simplement le feu. Il n'avait plus de voix. À force de crier des ordres au combat, il avait perdu ses cordes vocales. Il ne pouvait plus que chuchoter. Mais que dire ? Que dire après un tel enfer ? Les mots manquaient. Il n'y avait que la douleur. La douleur de la perte. La douleur de la survie. Pourquoi ai-je survécu alors que mes soldats sont morts ? Le colonel Battisti s'approcha du feu. Lui aussi était exténué, gelé, blessé. Une balle avait traversé son épaule au combat à Nikolaïevka. Battisti n'y avait pas prêté attention. Il avait continué à commander. Ce n'est qu'une fois le combat terminé qu'il avait senti la douleur. Sa main était maintenant bandée, mais le colonel tenait debout. Il ne pouvait pas se coucher. Il était responsable de ses hommes. Tant qu'un seul soldat du bataillon serait en vie, le colonel resterait debout. « Messieurs, dit doucement Battisti, nous avons reçu un ordre. On nous renvoie en Italie. La retraite est terminée. La campagne de Russie est finie. Pour nous, la guerre sur le front de l'Est est terminée. » Les officiers levèrent la tête. « À la maison ? Il rentre à la maison ? Après 8 mois dans cet enfer, à la maison ?» Perugini demanda. « Quand ?» Battisti répondit. « Dans 3 jours. En train jusqu'à Kharkov,
puis jusqu'à la frontière polonaise, puis en Italie, à la maison. Le mot maison résonna comme une prière. Les officiers se turent. Certains pleuraient, silencieusement, sans un mot. Simplement, des larmes coulaient sur leurs joues gelées. Viganti chuchota. Et ceux qui sont restés? Battisti baissa la tête. Nous ne savons pas. 29 000 disparus. Morts ou prisonniers, on l'ignore. Nous les laissons ici, dans cette neige, dans cette terre. Un silence. Lourd, écrasant. Perugini se leva. Mon colonel, puis-je dire un mot? Battisti hocha la tête. Perugini regarda les officiers autour du feu. 23 hommes. Tout ce qui restait du corps des officiers du bataillon Tirano. Il dit lentement, avec des pauses. Messieurs, nous avons survécu à l'enfer. Nous avons vu la mort. Nous avons perdu des camarades. Nous les laissons ici. Mais nous ne les oublierons pas. Jamais. Nous rentrerons chez nous, nous raconterons leur histoire. Nous dirons au monde ce qui s'est passé ici. Nous parlerons de Nikolaïevka, de la marche de la mort, des 29 000 qui ne sont pas revenus. C'est notre devoir, envers eux, envers leur mémoire. Les officiers hochèrent la tête. Battisti se leva, se redressa. Il salua. Pour les morts, dit-il. Tous se levèrent, saluèrent. Pour les morts, répétèrent-ils en chœur. 1 minute de silence. 23 officiers se tenaient près du feu, saluant leurs morts. Au loin, la tempête de neige hurlait, mais ici, près du feu, régnait le silence. Le silence de la mémoire. 3 février 1943, gare de Kharkov. Un train transportant les restes des divisions alpines italiennes se préparait à partir vers l'ouest. 11 000 hommes montèrent dans des wagons de marchandises, les mêmes wagons à bestiaux qui les avaient amenés au front 8 mois plus tôt. Mais maintenant, les wagons étaient surchargés, 100 hommes dans chacun, parce que les Italiens étaient 4 fois moins nombreux qu'à leur arrivée. Il y avait de la place. Le sergent Pietro Moretti de la division Giulia était assis dans un wagon et regardait ses camarades. Des visages exténués, des yeux vides, des mains et des pieds gelés. Beaucoup avaient eu les doigts amputés par les chirurgiens de campagne pour sauver les membres de la gangrène. Les blessés gisaient sur des couchettes, gémissant. Les malades crachaient du sang. Tuberculose, pneumonie, bronchite. La moitié du wagon était composée de morts vivants. Arriverait-il jusqu'en Italie? Ou mourrait-il en chemin? Moretti lui-même était blessé. Un éclat d'obus dans la cuisse, reçu au combat près du village d'Arbouzovka le 10 janvier. Il ne pouvait pas marcher normalement, s'appuyer sur une canne. Mais il était en vie, vivant alors que toute sa compagnie était morte. 42 hommes de sa compagnie étaient restés dans la neige entre le Don et Nikolaïevka. Moretti était le seul survivant. Pourquoi? La chance? Le destin? La volonté de Dieu? Il ne savait pas. Il était simplement en vie. Et il se sentait coupable. La culpabilité du survivant. Le train s'ébranla, lentement, dans un grincement. Les wagons tanguèrent, les blessés gémirent. Moretti regarda à travers une fente entre les planches. Kharkov s'éloignait. L'Ukraine s'éloignait. La Russie s'éloignait. Cet enfer restait derrière. Mais il ne quitterait jamais sa mémoire. Il resterait pour toujours. Dans ses rêves, ses cauchemars, ses souvenirs. À côté de lui était assis le caporal Luigi Brambilla de la division Cuneense. Il avait de graves gelures, les 2 oreilles amputées, le nez noir, les doigts des 2 mains amputés. Il ressemblait à un monstre, mais il était en vie. Il raconta son histoire à Moretti d'une voix basse et rauque. Nous battions en retraite depuis le 20 janvier. 10 jours dans la neige. Nous mangions de la neige. Nous mangions de l'écorce d'arbres. Nous mangions des chevaux morts. Ceux qui ne pouvaient plus marcher restaient. J'ai vu des hommes s'allonger simplement dans la neige et mourir. Ils n'en pouvaient plus. Ils abandonnaient. Moi aussi, je voulais abandonner. Mais je ne pouvais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais tout simplement pas. J'ai marché. Et marché. Et je suis arrivé, aux positions allemandes, à ce train. Maintenant, je rentre à la maison, sans oreille, sans doigts, invalide, mais en vie. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Moretti ne savait que répondre. Est-ce que ça voulait dire quelque chose? Est-ce que survivre signifie quelque chose quand on a tout perdu, ses camarades, sa santé, sa foi? Moretti se tut. Brambilla se tut aussi. Ils restèrent simplement assis dans le wagon qui tanguait,
regardant dans le vide. 2 jours plus tard, le train franchit la frontière polonaise. L'Italie était plus proche, mais beaucoup n'y arrivèrent pas. 123 hommes moururent en route. De leurs blessures, de maladies, d'épuisement. Leurs corps étaient déchargés dans les gares et enterrés dans des fosses communes. Sans nom, sans croix. Simplement des trous dans la terre. 123 noms de plus sur la liste des disparus. 20 février 1943, gare de Turin, Italie. Le train des Alpini survivants arriva le matin. Une foule s'était rassemblée sur le quai. Des milliers de personnes. Des familles attendaient leurs fils, leurs maris, leurs frères. Quand les portes des wagons s'ouvrirent et que les soldats commencèrent à descendre, la foule eut un hoquet de stupeur. Ce n'étaient pas les jeunes hommes qui étaient partis 8 mois plus tôt. C'étaient des fantômes. Émaciés, malades, mutilés. Sans doigts, sans oreilles, sans jambes. Sur des béquilles portées par leurs camarades. Certains étaient sur des civières. La foule se tut. Puis les cris commencèrent. Des femmes cherchaient leurs maris, des mères leurs fils. Certaines les trouvèrent, d'autres non. Madame Giovanna Perugini se tenait sur le quai et cherchait son fils des yeux, le capitaine Giuseppe. Elle voyait des dizaines de soldats descendre des wagons. Mais son fils n'était pas là. Elle commençait à paniquer. Où était-il ? N'était-il donc pas revenu ? Et puis elle le vit. Il descendit du dernier wagon, émacié, le visage marqué de taches noires de gelure, s'appuyant sur une canne. Mais vivant. Giovanna cria « Giuseppe !» Il tourna la tête, vit sa mère. Leurs regards se croisèrent. Il marcha vers elle, lentement, en boitant. Elle courut. Ils se serrèrent dans leurs bras. La mère pleurait, le fils restait silencieux. Il ne pouvait pas pleurer. Il n'avait plus de larmes. Il les avait toutes laissées en Russie. À côté, une autre scène. Madame Maria Viganti cherchait son fils, le lieutenant Carlo. Elle demandait à chaque soldat qui descendait « Connaissez-vous Carlo Viganti, du bataillon Tirano ?» Les soldats secouaient la tête. Ils ne le connaissaient pas, ou se taisaient. Finalement, un sergent dit « Madame, le lieutenant Viganti est en vie. Il est dans le wagon sanitaire. Il est blessé. » Maria courut vers le wagon sanitaire. Là, sur une civière, gisait Carlo, pâle, les yeux fermés. Une balle dans la poitrine, reçue lors de la percée de Nikolaïevka. Les médecins s'étaient battus pour sa vie pendant 10 jours. Il avait survécu, mais de justesse. Maria s'assit près de la civière, prit la main de son fils. « Carlo, c'est maman. Tu es à la maison. Tu es sauvé. » Carlo ouvrit les yeux, regarda sa mère, murmura « Maman » et referma les yeux. Il était trop faible pour parler. Mais il y avait aussi ceux qui n'avaient pas attendu. Madame Anna Brambilla se tenait sur le quai et attendait son mari, le caporal Luigi. Elle voyait descendre les soldats, de moins en moins nombreux. Les wagons se vidèrent, Luigi n'était pas là. Anna s'approcha de l'officier qui coordonnait le débarquement. « Monsieur, mon mari est le caporal Luigi Brambilla de la division Cuneense. Il devrait être dans ce train. » L'officier vérifia les listes, secoua la tête. « Madame, le caporal Brambilla est décédé en route, le 14 février. Il a été enterré à la gare de Przemyśl, en Pologne. Veuillez accepter mes condoléances. » Anna n'y crut pas. « Non, c'est une erreur. Il n'a pas pu mourir. Il a survécu à la Russie. Il a survécu. Il n'a pas pu mourir si près de la maison. » L'officier baissa la tête. « Madame, je suis vraiment désolé. Mais c'est la vérité. Beaucoup sont morts en chemin. Ils étaient trop faibles. Ils n'ont pas tenu. » Anna s'affaissa sur un banc. Elle ne pleurait pas. Elle restait juste assise, en état de choc. Son mari était mort. Il avait survécu à l'enfer de la Russie. Il était monté dans le train. Il était presque rentré. Et il était mort. Dans une gare en Pologne, à 200 km de l'Italie. Si près et si loin. Mars 1943, hôpital militaire de Turin. Le capitaine Giuseppe Perugini était allongé dans sa chambre et regardait le plafond. Les médecins soignaient ses gelures, ses blessures, son épuisement. Il reprenait du poids, passant de 52 kilos à son retour de Russie à 60, mais les blessures physiques guérissaient lentement, et les blessures de l'âme, elles, ne guérissaient pas du tout. Chaque nuit, Perugini faisait des cauchemars. Nikolaïevka, l'assaut du village, ses camarades tombant sous les balles.
Les cadavres gelés le long de la route, les visages des mourants. Il se réveillait en sueur froide, en criant. Les infirmières accouraient, le calmaient, lui donnaient un sédatif. Mais les cauchemars revenaient chaque nuit. Un jour, le colonel Battisti vint le voir. Lui aussi était à l'hôpital, soignant sa blessure à l'épaule et ses gelures. Battisti s'assit près du lit de Perugini. « Comment allez-vous, capitaine ?» Perugini regarda le colonel. « Je ne sais pas, mon colonel. Le corps guérit, mais la tête, je n'arrive pas à oublier. Chaque nuit, je les revois, tous ceux qui ne sont pas revenus. » Battisti hocha la tête. « Moi aussi. Je crois que ça restera avec nous pour toujours. Nikolaïevka. Elle ne nous lâchera pas. » Ils restèrent silencieux une minute. Puis Battisti dit « J'ai reçu les chiffres officiels. De la 8e armée envoyée en Russie, 157 000 hommes, 57 000 sont revenus. 100 000 sont portés disparus, tués ou faits prisonniers. C'est une catastrophe. La pire défaite de l'armée italienne depuis Caporetto. » Perugini ferma les yeux. 100 000. Ce n'était pas juste un chiffre. C'était 100 000 familles qui ne reverraient jamais leur fils, leur mari, leur père. 100 000 mères qui attendraient des lettres qui n'arriveraient jamais. 100 000 tombes dans la neige. Perugini demanda. « Et les Alpini ? Combien d'Alpini sont revenus ?» Battisti répondit doucement. « Sur les 60 000 chasseurs alpins envoyés en Russie, 11 000 sont revenus. 49 000 ne sont pas revenus. 80% de pertes. » 80%. Perugini ouvrit les yeux, regarda Battisti. « Pourquoi nous ? Pourquoi les Alpini ont-ils subi de telles pertes ?» Battisti soupira. « Parce que nous couvrions la retraite. Nous étions l'arrière-garde. Nous retenions les troupes soviétiques pendant que les autres se repliaient. Nous nous sommes sacrifiés pour sauver les autres. C'est notre travail. C'est notre devoir. Les Alpini sont toujours les premiers au combat et les derniers à partir. Il en a toujours été ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera toujours ainsi. » Perugini hocha la tête. Il comprenait. Les Alpini étaient l'élite de l'armée italienne. Les chasseurs des montagnes. Ils étaient toujours dans les secteurs les plus difficiles. Ils prenaient toujours les missions les plus dangereuses. Et ils le payaient de leur sang. Nikolaïevka n'était que le dernier prix, le plus sanglant. Avril 1943, Rome. Mussolini reçut le rapport sur la campagne de Russie. Il lisait les chiffres. 157 000 envoyés, 57 000 revenus, 100 000 perdus. Il jeta le dossier sur la table. Il hurla. « Comment est-ce possible ? Comment une armée entière a-t-elle pu être anéantie ?» Son secrétaire se taisait. Que pouvait-il dire ? La vérité ? Que Mussolini avait envoyé l'armée italienne en enfer, mal équipée, mal entraînée, sans tenue d'hiver, sans soutien ? Que les Allemands avaient utilisé les Italiens comme chair à canon, les plaçant sur les secteurs les plus dangereux du front ? Que la retraite s'était transformée en catastrophe à cause du refus allemand de couvrir les Italiens ? Le secrétaire se taisait. Mussolini arpentait son bureau. Que vont dire les gens ? Que va dire la presse ? 100 000 soldats ! C'est une catastrophe politique ! Le secrétaire suggéra prudemment « Duce, peut-être devrions-nous minimiser l'information, ne pas publier les chiffres complets, dire que les pertes ont été significatives, mais sans préciser, et souligner l'héroïsme des soldats. Les Alpini se sont battus courageusement. Nikolaïevka est une victoire, ils ont percé. » Mussolini s'arrêta, regarda son secrétaire. « Oui, c'est ça. Nous dirons que ce fut une bataille héroïque. Les Alpini ont gagné. Ils ont percé l'encerclement soviétique. Ils ont sauvé l'armée. Les pertes sont inévitables en temps de guerre. Mais l'héroïsme des soldats italiens est incontestable. » Il s'assit à son bureau, prit un stylo. « Préparez un communiqué de presse. Nikolaïevka est une victoire des armes italiennes. Une décoration pour le général Reverberi. La division Tridentina aura une place d'honneur dans l'histoire. » Le secrétaire hocha la tête et sortit. Mussolini resta seul. Il regardait le dossier avec les chiffres. 100 000 morts. Ce n'était pas une victoire. C'était une catastrophe. Mais il ne pouvait pas l'admettre publiquement. Le régime ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse. Alors, le mensonge. Un mensonge héroïque. Nikolaïevka devint une légende, la légende du courage des Alpini. Mais la vérité resta dans les neiges de Russie, avec 100 000 corps. Mai 1943, Vérone. Les familles des Alpini morts recevaient des avis, de courtes lettres officielles. Le ministère de la Défense a le regret de vous informer que votre fils, mari, frère, le caporal Intel,
est porté disparu au combat sur le front de l'Est. Veuillez accepter nos condoléances. Porté disparu. Pas tué, pas fait prisonnier. Disparu. Cela signifiait que les familles ne savaient pas s'il était vivant ou mort, où il était, ce qui lui était arrivé. L'incertitude était pire que la mort. Madame Teresa Moretti reçut un avis indiquant que son mari, le sergent Pietro Moretti, était porté disparu. Elle n'y crut pas. Elle était sûre que c'était une erreur. Il était en vie, quelque part. Il reviendrait. Elle attendit. 1 mois, 2, 3. Les lettres n'arrivaient pas. Pietro ne revenait pas. Teresa écrivait au ministère de la Guerre. « Où est mon mari? Qu'est-il devenu ?» Les réponses étaient toujours les mêmes. Aucune information. Porté disparu. Teresa n'abandonna pas. Elle se rendit à Turin, à l'hôpital militaire. Elle cherchait des survivants de l'unité de son mari. Elle trouvait des soldats qui avaient servi avec Pietro. Elle leur demandait « L'avez-vous vu? Savez-vous ce qui lui est arrivé ?» La plupart secouaient la tête. Ils ne savaient pas. Mais un soldat dit « Madame, j'ai vu le sergent Moretti en mars. Il était à l'hôpital, blessé à la jambe, mais en vie. Il se remettait. » Teresa s'exclama « Alors il est en vie? Où est-il » Le soldat baissa la tête. « Je ne sais pas, madame. Je suis sorti de l'hôpital et suis rentré chez moi. Ce qui est arrivé au sergent, je l'ignore. » Teresa rentra à Vérone. Elle continua d'attendre. Elle croyait que son mari était en vie. Elle refusait d'accepter qu'il soit mort. Cela dura 1 an, 2, 3. En 1946, après la fin de la guerre, elle reçut un avis définitif. Le sergent Pietro Moretti est déclaré mort. Le lieu et la date du décès sont inconnus. Présumé mort sur le territoire de l'Union soviétique entre janvier et mars 1943. Présumé. Il n'en était même pas sûr. Teresa pleura. 3 ans d'incertitude prenaient fin, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Où son mari était-il enterré? Comment était-il mort? Elle ne le saurait jamais. Juin 1943, Moscou. Une commission soviétique de recensement des prisonniers de guerre dressait des listes d'Italiens capturés après la déroute de la 8e armée. Les listes étaient incomplètes. Beaucoup de prisonniers n'étaient enregistrés qu'à leur arrivée dans les camps, et tous n'arrivaient pas jusqu'au camp. Des milliers mouraient en chemin, de leurs blessures, d'épuisement, de gelures. Mais les chiffres approximatifs étaient là. Environ 30 000 Italiens capturés. Parmi eux, environ 21 000 avaient survécu et atteint les camps. 9 000 étaient morts dans les premières semaines de captivité. Les conditions dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques étaient dures, surtout pour les Italiens. Les autorités soviétiques ne faisaient pas de distinction entre Allemands et Italiens. Tous étaient des ennemis. La nourriture était minimale, 600 grammes de pain, 1 litre de soupe. Le travail était pénible, exploitation forestière, mines, construction. L'aide médicale était quasi inexistante, la mortalité était élevée. Le soldat Marco Bertani de la division Céléré fut fait prisonnier le 30 janvier 1943. Il avait été distancé par la colonne en retraite. Des gelures aux pieds l'empêchaient de marcher. Des soldats soviétiques le trouvèrent dans la neige, presque mort. Ils le transportèrent dans un camp de prisonniers temporaires, un simple terrain clôturé de barbelés, sans baraquement, sans toit. Les prisonniers étaient assis dans la neige, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer. On les nourrissait 1 fois par jour, une louche de soupe, un morceau de pain. 1 semaine plus tard, la moitié des prisonniers étaient morts de froid et de faim. Bertani survécut. Pourquoi? Il l'ignorait. La chance. 2 semaines plus tard, les survivants furent chargés dans des wagons de marchandises et emmenés au cœur de l'URSS. Le voyage dura 1 mois. Les wagons n'étaient pas chauffés. La température à l'intérieur était de -20 degrés. Les prisonniers dormaient en tas, essayant de se réchauffer. Chaque matin, on trouvait des morts, gelés pendant la nuit. On les jetait du wagon à la gare la plus proche, pas le temps de les enterrer. Les corps étaient simplement abandonnés près des voies. Bertani survécut à ce voyage aussi. Sur les 100 hommes de son wagon, 63 arrivèrent au camp. Le camp numéro 127 se trouvait dans les montagnes de l'Oural, près d'une mine de charbon. Les prisonniers étaient utilisés pour extraire le charbon. 12 heures sous terre, un travail dur et dangereux. La ration dépendait de l'atteinte de l'objectif. Si tu l'atteignais, tu avais la ration complète. Sinon, la ration était réduite. Bertani travaillait de toutes ses forces. Il comprenait que s'il ne travaillait pas, il mourrait de faim. Il atteignait son objectif. Il recevait sa ration. Il survivait. Mais beaucoup ne survivaient pas. La mortalité dans le camp était d'environ 10% par mois. Chaque mois, 100 à 150 prisonniers sur 1500 mouraient.
d'épuisement, de maladies, d'accidents dans la mine. Ils étaient enterrés dans des fosses communes près du camp, sans nom, sans croix, simplement des trous dans la terre gelée. Bertani tint le coup dans le camp jusqu'en 1946. Il fut ensuite rapatrié. Après la fin de la guerre, l'Union soviétique commença à libérer les prisonniers italiens. Bertani rentra en Italie en juillet 1946. Il avait passé 3 ans et demi en captivité. Il pesait 40 kilos. Il était invalide, une silicose pulmonaire due au travail à la mine, des gelures aux pieds qui le faisaient boiter. Mais il était en vie. Sur les 100 hommes avec qui il avait été fait prisonnier, 12 étaient revenus. Les 88 autres étaient morts. Bertani avait survécu. Mais il n'oublierait jamais ces 88. Septembre 1943, Vérone. Monument aux Alpini. Cérémonie solennelle. Mussolini inaugurait personnellement le monument aux héros de la campagne de Russie. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la place. Les familles des morts, des vétérans, des officiels. Sur le monument, une inscription. Aux héros Alpini, tombés sur le front de l'Est, leur courage est éternel. Sous l'inscription, un bas-relief, des chasseurs alpins prenant d'assaut un village. Nikolaïevka. Mussolini prononça un discours. Italiens, nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire de nos héros. Les chasseurs alpins qui se sont battus dans les neiges de Russie, qui ont montré au monde entier ce qu'est le courage italien. Nikolaïevka n'est pas une défaite, c'est une victoire de l'esprit sur la matière. Les Alpini ont percé l'encerclement soviétique, ils ont sauvé l'armée, ils ont écrit une page d'or dans l'histoire de l'Italie. Nous sommes fiers d'eux, nous nous souvenons d'eux, ils sont immortels. La foule applaudit, mais au premier rang se tenaient les mères des morts. Elles n'applaudissaient pas, elles pleuraient. Madame Teresa Moretti se tenait là, une photo de son mari à la main. Elle écoutait le discours de Mussolini et pensait « Une victoire ? Quelle victoire ? Mon mari est mort. 100 000 soldats sont morts. Où est la victoire là-dedans ?» Mais elle se taisait. Que pouvait-elle dire ? Le régime ne voulait pas entendre la vérité. Le régime avait besoin d'une légende. Après la cérémonie, les vétérans déposèrent des fleurs au pied du monument. Le capitaine Perugini se tenait devant le bas-relief de Nikolaïevka et regardait les Alpini de pierre prendre d'assaut le village. Il se souvenait du vrai Nikolaïevka. Le sang, les cris, les cadavres. Rien d'héroïque, juste une boucherie. Une tentative désespérée de survivre. Ils avaient percé, oui, mais à quel prix ? 600 tués rien que dans son bataillon. Ce n'était pas une victoire, c'était une tragédie. Perugini tourna les talons et s'en alla. Il ne pouvait pas rester devant ce monument. Il ne pouvait pas écouter ce mensonge. Nikolaïevka n'était pas une victoire héroïque. Nikolaïevka était un enfer. Et ceux qui y étaient connaissaient la vérité. Mais personne ne voulait entendre la vérité. Année 1950, Italie. 10 ans après la guerre. Le pays se reconstruisait. Le miracle économique. Les gens oubliaient la guerre. Voulaient oublier. Mais les vétérans ne pouvaient pas oublier. Les cauchemars continuaient. Le capitaine Perugini, démobilisé en 1945, travaillait comme enseignant à Turin. Il s'était marié, avait eu 2 enfants, menait une vie normale. Mais chaque nuit, il revoyait Nikolaïevka, 30 ans plus tard. Il ne parlait pas de la guerre, ni à sa femme, ni à ses enfants. Quand les enfants demandaient « Papa, qu'est-ce que tu as fait à la guerre ?» il répondait brièvement « J'ai servi dans l'armée » et changeait de sujet. Il ne pouvait pas raconter. C'était trop douloureux, trop effrayant. Il ne comprendrait pas. Comment peut-on comprendre si on n'y était pas ? Mais en 1959, un livre parut. Il s'intitulait « Il sergente nella neve », le sergent dans la neige. L'auteur, Mario Rigoni Stern, était un ancien sergent de la division Tridentina. Il avait écrit ses mémoires sur la campagne de Russie, sur la marche de la mort, sur Nikolaïevka. La vérité. Sans phare, sans mensonge héroïque, juste la vérité. Perugini acheta le livre. Il le lut la nuit. Il pleura, car Rigoni Stern décrivait ce que Perugini avait vécu, ce dont Perugini ne pouvait pas parler. Rigoni Stern parlait pour eux tous, pour les 49 000 Alpini morts, pour les 11 000 survivants. Il racontait leur histoire. Le livre devint un best-seller. 1 million d'exemplaires vendus la première année. Les Italiens lisaient et apprenaient la vérité. Nikolaïevka n'était pas une victoire héroïque. Nikolaïevka était une tragédie. Les Alpini n'étaient pas des héros qui avaient sauvé l'armée.
Les Alpini étaient les victimes de l'aventure militaire catastrophique de Mussolini. Perugini écrivit une lettre à Rigoni-Stern. « Monsieur Rigoni-Stern, merci pour votre livre. Vous avez écrit ce que je ne pouvais pas dire. Vous avez dit la vérité. C'est important. Les gens doivent savoir. Nikolaïevka ne doit pas être oubliée. Et la vérité ne doit pas être enterrée sous la propagande. Merci. » Rigoni-Stern répondit « Monsieur Perugini, je n'ai pas écrit ce livre pour la gloire. Je l'ai écrit pour eux, pour ceux qui ne sont pas revenus, pour que leur histoire soit racontée, pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Je suis heureux que vous l'ayez lu, et j'espère que d'autres vétérans le liront aussi, et raconteront leurs propres histoires, car chaque histoire est importante. » Année 1970. Les vétérans commencèrent à se regrouper. Ils créèrent l'association des Alpini de Russie, une organisation de survivants de la campagne de Russie. L'objectif ? Préserver la mémoire, s'entraider, raconter la vérité sur la guerre à la jeunesse. Des réunions annuelles étaient organisées. Des centaines de vétérans de toute l'Italie s'y rendaient. Ils partageaient leurs souvenirs, montraient des photos, cherchaient des camarades de régiment. Lors d'une réunion en 1975, Perugini retrouva Viganti, le lieutenant Viganti qui avait été blessé à Nikolaïevka. Il ne s'était pas vu depuis 32 ans. Perugini ne savait pas si Viganti était en vie, mais il était là, devant lui. Grisonnant, ridé, avec une canne. Sa blessure à la poitrine avait laissé des séquelles. Mais vivant. Ils se serrèrent dans leurs bras, pleurèrent. « Carlo, tu es en vie. Giuseppe, toi aussi. » Ils s'assirent à une table, commandèrent du vin, parlèrent pendant des heures, se remémorèrent Nikolaïevka, se remémorèrent leurs camarades, se remémorèrent ceux qui n'étaient pas revenus. Viganti raconta son histoire. « Après ma blessure, je suis resté 6 mois à l'hôpital. La balle avait touché un poumon. Les médecins pensaient que je ne survivrais pas, mais j'ai survécu. Têtu, tu sais. J'ai été démobilisé pour invalidité en 1943. Je suis rentré chez moi, à Milan. J'ai travaillé comme comptable. Je me suis marié. J'ai eu 3 enfants. Je vis. Mais chaque jour, je me souviens de Nikolaïevka. Elle ne me lâche pas. » Perugini hocha la tête. « Moi aussi. 32 ans ont passé. Et je suis toujours là-bas, dans la neige, sous les balles. Je vois les visages des morts, j'entends leurs cris. Je ne peux pas oublier, et je ne veux pas. Car si j'oublie, qui se souviendra d'eux ?» Ils burent à la santé des morts, aux 49 000 Alpini qui n'étaient pas revenus de Russie, à Nikolaïevka, à la mémoire. Année 1990. L'URSS s'effondra. La Russie s'ouvrit. Les vétérans italiens purent retourner sur les lieux des combats. Des voyages furent organisés en Russie. Ils visitèrent Nikolaïevka. Le village avait changé, de nouvelles maisons, des routes goudronnées, mais les lieux des combats étaient restés. Les collines d'où les Alpini avaient lancé l'assaut, le champ qu'ils avaient traversé sous le feu. En 1995, un groupe de vétérans, 23 hommes, âge moyen 77 ans, se rendit à Nikolaïevka. Parmi eux, Perugini, Viganti, Rigoni-Stern. Ils se tenaient sur la colline où 52 ans plus tôt, le général Reverberi avait donné l'ordre d'attaquer. Ils regardaient le village en contrebas. Ils se souvenaient. Les habitants organisèrent une cérémonie. Un monument fut érigé. Un simple obélisque en pierre avec une inscription en russe et en italien. Ici, en janvier 1943, ont combattu et sont morts des soldats du corps alpin italien. Mémoire éternelle aux morts. Les vétérans déposèrent des fleurs, se tinrent en silence. Beaucoup pleuraient. Perugini s'approcha de l'obélisque, posa la main sur la pierre, murmura « Camarades, nous sommes revenus. Nous ne vous avons pas oubliés. Nous avons porté votre souvenir pendant 52 ans. Et maintenant, le monde sait. Nikolaïevka n'est pas oublié. Vous n'êtes pas oubliés. » Il resta là longtemps, puis il se tourna vers le groupe. « Allons-y, dit-il. Il est temps. » Ils quittèrent la colline, mais ils y laissèrent une partie d'eux-mêmes. Une partie qui restera à jamais dans la neige de Nikolaïevka. Année 2010. Les derniers vétérans. Perugini mourut en 2008 à l'âge de 92 ans. Viganti en 2011 à 94 ans. Rigoni-Stern en 2013 à 97 ans. En 2020, il ne restait plus un seul survivant de la campagne de Russie. Tous étaient morts. Les derniers témoins étaient partis.
Mais la mémoire est restée. En 2020, pour le 70e anniversaire de Nikolaïevka, des cérémonies commémoratives eurent lieu en Italie. Des milliers de personnes se rassemblèrent devant les monuments aux Alpini dans tout le pays. À Turin, Vérone, Milan, Udine. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants des vétérans vinrent honorer la mémoire de leurs aïeux. Ils apportaient des photos, des lettres, des décorations. Ils racontaient les histoires entendues de leurs aimés. Ils transmettaient la mémoire aux générations suivantes. Marta Perugini, petite fille du capitaine Giuseppe Perugini, se tenait devant le monument de Turin avec une photo de son grand-père. Elle avait 42 ans. Elle n'avait pas connu son grand-père. Il était mort quand elle avait 13 ans. Mais elle se souvenait de ses récits. Avant de mourir, son grand-père lui avait enfin raconté Nikolaïevka. L'assaut. Les camarades tombés sous les balles. Les 49 000 qui n'étaient pas rentrés. Souviens-toi d'eux, lui avait demandé son grand-père. Raconte-le à tes enfants, pour qu'ils n'oublient pas, pour que Nikolaïevka ne soit pas oubliée. Martha avait promis, et elle tint sa promesse. Sa fille de 15 ans, Julia, se tenait à côté d'elle. Elle tenait le portrait de son arrière-arrière-grand-père. 4 générations. La mémoire se transmettait. 1948, Union soviétique. Les prisonniers de guerre italiens, capturés en 1943, commencèrent à rentrer chez eux. Le rapatriement était lent. On libéra d'abord les malades et les blessés, puis les autres. Les derniers prisonniers ne rentrèrent en Italie qu'en 1954, 11 ans après leur capture. Le soldat Marco Bertani rentra en 1949. 6 ans de captivité. Quand le train franchit la frontière italienne, Bertani pleura. Il pensait ne jamais revoir l'Italie, qu'il mourrait dans un camp soviétique comme des milliers de ses camarades. Mais il avait survécu, par miracle, par chance, par le destin. Il ne savait pas pourquoi, il avait simplement survécu. À la gare de Vérone, sa femme Anna l'attendait. Il ne l'avait pas vue depuis 6 ans. Elle avait vieilli, des cheveux gris, des rides. Lui aussi avait changé, maigre, malade, vieilli de 20 ans. Ils se serrèrent dans leurs bras en silence. Les mots manquaient. Il n'y avait que les larmes. Ils se tenaient sur le quai, enlacés, en pleurs. Il y avait des dizaines de scènes similaires tout autour. Le retour des prisonniers, la réunion des familles, la fin du cauchemar. Mais pour beaucoup, le cauchemar n'était pas terminé. Bertani rentra chez lui invalide, une silicose pulmonaire due au travail à la mine. Il suffoquait au moindre effort. Les médecins dirent « Vous ne pourrez pas travailler, vos poumons sont détruits, vous avez besoin de repos ». Bertani demanda une pension d'invalidité. L'État refusa. Preuve insuffisante du lien entre la maladie et le service. Bertani fut choqué. 6 ans de captivité soviétique, le travail dans les mines, pas suffisant? Il fit appel. Nouveau refus. Il abandonna. Il vécut de l'aide de sa femme, qui était couturière. Il joignait à peine les 2 bouts. Il mourut en 1957, il avait 40 ans. Cause officielle du décès, tuberculose pulmonaire. Cause officieuse, la Russie l'avait tué. Simplement, avec 14 ans de retard. Année 1960, guerre froide. Les relations entre l'Italie et l'URSS étaient tendues. Personne ne voulait se souvenir de la campagne de Russie. En Italie, c'était une honte, une défaite, une catastrophe, 100 000 pertes. En URSS, c'était juste une victoire parmi d'autres, la déroute des Italiens sur le Don. Rien de spécial. La guerre était finie, la page était tournée. Mais les familles n'avaient pas tourné la page. Des milliers de familles italiennes ne savaient toujours pas ce qui était arrivé à leurs proches. Portés disparus. Où étaient-ils? Vivants? Morts? Prisonniers? L'incertitude persistait. Les autorités soviétiques ne fournissaient aucune information. Le gouvernement italien n'insistait pas. Il ne voulait pas détériorer les relations. En 1967, un groupe de familles italiennes créa l'association à la recherche des disparus. L'objectif, trouver des informations sur les soldats disparus de la campagne de Russie. Elles écrivaient des lettres à Moscou, à la Croix-Rouge, aux archives d'Arolsen. La plupart des lettres restaient sans réponse. Mais certaines aboutissaient. Madame Lucia Greco, dont le frère Antonio avait disparu en janvier 1943, reçut une réponse d'Arolsen en 1969, 26 ans après la disparition de son frère. Soldat Antonio Greco, fait prisonnier le 22 janvier 1943. Décédé au camp numéro 108,
région de Sverdlovsk, le 15 mars 1943. Cause du décès, pneumonie et épuisement. Inhumé au cimetière du camp. Pendant 26 ans, Lucia n'avait rien su. Maintenant, elle savait. Son frère était mort 2 mois après sa capture, enterré quelque part en Sibérie. Elle ne verrait jamais sa tombe, l'Union soviétique était fermée aux Italiens. Mais au moins, elle connaissait la vérité. C'était déjà quelque chose. Année 1970, la détente. Un dégel dans les relations entre l'Ouest et l'URSS, l'Italie établit des relations diplomatiques avec Moscou. Il devint possible d'organiser des voyages de familles italiennes en Union soviétique, sur les lieux des combats, sur les tombes. En 1975, le premier groupe de familles italiennes visita l'URSS, 20 personnes. Ils se rendirent dans la région de Voronej, à Nikolaïevka. Les autorités soviétiques organisèrent une cérémonie. Un monument temporaire fut érigé, une croix en bois avec l'inscription « Ici reposent les soldats italiens tombés en janvier 1943 ». Les Italiens déposèrent des fleurs, pleurèrent, prièrent. Parmi eux se trouvait Teresa Moretti, la veuve du sergent Pietro Moretti. Elle avait 72 ans. Elle venait 32 ans après la disparition de son mari. Elle se tenait près de la croix et pensait « Est-il ici ? Quelque part dans cette terre ?» Elle ne le savait pas avec certitude. Sa tombe n'avait pas été retrouvée. Mais il était quelque part, tout près, dans les neiges de Nikolaïevka. Teresa tomba à genoux, posa la main sur la terre. « Pietro » murmura-t-elle. « Je suis venu. J'ai attendu 32 ans. Maintenant je suis là, avec toi. » Elle pleurait, et les autres Italiens se tenaient à côté d'elle en silence, pleurant aussi. Un deuil commun. Une mémoire commune. Année 1980, la perestroïka, l'URSS commença à s'ouvrir. Des chercheurs italiens obtinrent l'accès aux archives soviétiques. Ils cherchaient des listes de prisonniers, de morts, des lieux d'inhumation. Le travail était colossal. Les archives étaient incomplètes, chaotiques. Mais peu à peu, une image se dessinait. L'historien Paolo Caccia de l'université de Turin passa 10 ans dans les archives soviétiques. Il trouva les listes de 21 000 prisonniers italiens. Environ 10 000 d'entre eux avaient survécu et étaient rentrés chez eux. 11 000 étaient morts en captivité. Ils avaient été enterrés dans les cimetières des camps, en Sibérie, dans l'Oural, en Asie centrale. Caccia créa une base de données. Il publia un livre, Oublié dans les neiges de Russie. Le livre contenait les noms de 11 000 Italiens morts en captivité soviétique. Pour chacun, la date du décès, le lieu du décès, le lieu d'inhumation, si connu. Les familles lisaient le livre et y trouvaient leurs proches. Madame Giulietta Ferranti y trouva le nom de son père, le caporal Luigi Ferranti. Décédé le 14 août 1943, camp numéro 83, région de Krasnoïarsk. Inhumé au cimetière du camp, tombe numéro 207. 40 ans d'incertitude prenaient fin. Son père était mort, enterré en Sibérie. Giulietta ne verrait jamais sa tombe, la distance était trop grande, le voyage trop cher. Mais elle savait, et cela lui apporta la paix. Année 1990, l'effondrement de l'URSS, la Fédération de Russie, une nouvelle ère. L'Italie et la Russie établirent des relations amicales. Des projets communs de commémoration virent le jour. À Nikolaïevka, un monument permanent fut érigé, un grand obélisque en pierre. L'inscription, en russe et en italien, à la mémoire des chasseurs alpins italiens tombés ici en janvier 1943, des peuples d'Italie et de Russie. La cérémonie d'inauguration eut lieu en 1997. Des vétérans italiens y assistèrent, les derniers survivants de Nikolaïevka. 5. Âge moyen, 83 ans. Il se tenait devant le monument et pleurait. 54 ans avaient passé. Plus d'un demi-siècle. Mais le souvenir était aussi vif qu'hier. Le colonel Battisti, 92 ans, prit la parole. « Je me tiens ici et je me souviens de ce jour. Le 26 janvier 1943. Nous avons pris d'assaut ce village. Nous avons marché sous le feu. Nous sommes tombés par centaines. Mais nous avons percé. Non pas parce que nous étions des héros, mais parce que nous n'avions pas le choix. Percer ou mourir. Nous avons choisi la vie. Mais beaucoup n'ont pas pu. 600 hommes de mon bataillon sont restés ici, dans cette neige. Je suis le seul officier survivant du bataillon. Tous les autres sont morts. Et je suis ici pour dire, nous nous souvenons de vous. Nous ne vous oublierons jamais. Le gouverneur russe de la région de Voronej répondit,
Nous nous souvenons aussi. Des soldats soviétiques se sont battus ici. Eux aussi sont morts. La guerre fut une tragédie pour tous. Italiens et Russes, tous ont perdu des fils, des pères, des frères. Aujourd'hui, nous nous tenons ici ensemble. Non pas comme des ennemis, mais comme des amis. La mémoire nous unit. Que ce monument nous rappelle que la guerre est une horreur, que la paix est un bienfait. Nous devons nous souvenir du passé pour ne pas le répéter. Année 2010. Les derniers vétérans s'éteignaient. En 2015, il ne restait plus un seul survivant de la campagne de Russie. Tous étaient morts. Une époque s'achevait. Les témoins vivants étaient partis. Ne restaient que les livres, les documents, les photos. Et la mémoire des descendants. Mais la mémoire est vivante. En Italie, l'Association nationale des alpini est active, une organisation qui regroupe 400 000 membres. Des descendants de chasseurs alpins, des passionnés, des historiens. Ils préservent les traditions, organisent des cérémonies commémoratives, racontent l'histoire aux jeunes. Chaque année, le 26 janvier, anniversaire de Nikolaïevka, ils se rassemblent devant les monuments dans toute l'Italie, commémorent les morts, racontent leurs histoires. En 2020, pour le 77e anniversaire de Nikolaïevka, la cérémonie eut lieu en ligne. La pandémie de Covid-19 interdisait les rassemblements de masse. Mais des milliers de personnes se connectèrent à la retransmission, regardèrent depuis chez elles, allumèrent des bougies, une minute de silence devant les écrans. La mémoire n'était pas morte. Même une pandémie ne pouvait pas la tuer. 80 ans après Nikolaïevka, le petit-fils du capitaine Perugini, Luca, 28 ans, journaliste, décida d'écrire un livre sur son grand-père. Il rassembla des documents, lettres, photos, journaux. Il se rendit en Russie, à Nikolaïevka, photographia les lieux des combats, parla avec les habitants, les descendants des soldats soviétiques. Ils lui racontèrent leurs histoires. Leur grand-père aussi s'était battu ici. Leur grand-père aussi était mort. Luca comprit. La guerre est une tragédie pour tous. Les Italiens mouraient, les Russes mouraient. Tous perdaient, tous souffraient. Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre. Il n'y a que des victimes. Et leur mémoire doit être préservée. Non pas pour glorifier la guerre, mais pour empêcher de nouvelles guerres. Pour que les jeunes sachent que la guerre n'est pas de l'héroïsme. La guerre, c'est le sang, la mort, la souffrance. Et il faut l'éviter à tout prix. Luca termina son livre en 2024. Il l'intitula « Mon grand-père dans les neiges de Nikolaïevka ». Le livre devint un best-seller. Les jeunes Italiens le lurent et apprirent la vérité. Les écoles commencèrent à étudier la campagne de Russie. Les professeurs parlèrent de Nikolaïevka non pas comme d'une victoire héroïque, mais comme d'une tragédie. Du fait que 100 000 soldats italiens avaient été jetés en enfer, mal équipés, mal entraînés, sans tenue d'hiver, qu'ils n'étaient pas morts pour une grande idée, mais pour les ambitions d'un dictateur. Que leur sacrifice ne devait pas être oublié, mais qu'il devait servir de leçon. Une leçon sur le fait que la guerre est un mal, et qu'il faut l'empêcher. Aujourd'hui, 82 ans après Nikolaïevka, des monuments se dressent dans les Alpes italiennes. Dans chaque ville, chaque village d'où sont partis les chasseurs alpins. Sur les monuments, des noms, des milliers de noms. Ceux qui ne sont pas revenus, ceux qui sont restés dans les neiges de Russie. Les habitants entretiennent les monuments, déposent des fleurs, se souviennent. À Nikolaïevka, sur la colline d'où les alpini ont lancé l'assaut, se dresse un obélisque. À côté, un petit musée. Dans le musée, des photos de soldats italiens, des lettres envoyées à la maison, des objets personnels trouvés sur le champ de bataille. Des écoliers russes viennent en visite. Ils regardent les photos de jeunes Italiens, 20, 22, 25 ans. Des gamins en somme. Leurs vies se sont arrêtées ici, sur cette colline. Les écoliers écoutent les histoires et comprennent que la guerre n'est pas un jeu. La guerre, c'est la mort. Des familles italiennes se rendent encore à Nikolaïevka. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de ces alpini qui ont pris d'assaut le village il y a 82 ans. Ils déposent des fleurs au pied de l'obélisque. Ils se tiennent sur cette colline et essaient d'imaginer. Comment était-ce ? Moins 34 degrés. De la neige jusqu'à la taille. Les mitrailleuses soviétiques devant. La mort de toutes parts. Mais il fallait avancer, car sinon c'était la mort ici même. Ils ne peuvent pas comprendre entièrement. C'est impossible si on n'y était pas. Mais ils essaient, et ils se souviennent. Ils se souviennent des 49 000 alpini qui ne sont pas revenus de Russie. Ils se souviennent de Nikolaïevka. Ils se souviennent du 26 janvier 1943, le jour où les chasseurs alpins ont percé l'encerclement soviétique.
au prix de 600 vies en une seule journée, au prix de 49 000 vies sur toute la campagne. Nikolaïevka n'est pas juste un lieu sur une carte, c'est un symbole. Le symbole du courage des Alpini, mais aussi le symbole de la tragédie de la guerre. Le symbole de ce qui arrive quand les politiciens jouent à la guerre et que les soldats paient de leur vie. Mussolini a envoyé 157 000 Italiens en Russie. 57 000 sont revenus. 100 000 ne sont pas revenus. Ce ne sont pas des statistiques. Ce sont 100 000 familles qui ont perdu un fils, un mari, un père. Ce sont 100 000 mères qui ont pleuré à leurs fenêtres, attendant des lettres qui n'arriveraient jamais. Ce sont 100 000 enfants qui ont grandi sans père. Les Alpini ont fait preuve d'un courage incroyable. Ils ont percé l'encerclement soviétique. Ils ont sauvé les restes de l'armée. Ils se sont battus jusqu'au bout. Mais ce ne fut pas une victoire, ce fut une survie. Une survie désespérée, sanglante. Et le prix fut effroyable. Aujourd'hui, quand nous nous souvenons de Nikolaïevka, nous devons nous souvenir non seulement de l'héroïsme, nous devons nous souvenir de la tragédie. Nous souvenir que la guerre, ce ne sont pas des défilés et des médailles. La guerre, c'est la mort, le sang, la souffrance. La guerre, ce sont des mères qui enterrent leurs fils. La guerre, ce sont des enfants qui grandissent orphelins. La guerre, c'est l'enfer sur terre. Les Alpini de Nikolaïevka méritent qu'on se souvienne d'eux. Mais le meilleur souvenir, ce ne sont pas des monuments de pierre. Le meilleur souvenir, c'est la paix. La paix qu'ils ont défendue de leur vie. La paix que nous devons préserver pour les générations futures, pour que plus jamais de jeunes hommes ne marchent dans la neige sous les balles, pour que plus jamais des mères ne pleurent à leurs fenêtres, pour qu'il n'y ait plus jamais de Nikolaïevka. Souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous des Alpini. Souvenez-vous des 49 000. Souvenez-vous qu'ils ont payé un prix terrible, et que leur sacrifice ne soit pas vain, qu'ils nous apprennent à chérir la paix, à préserver la paix, à défendre la paix. Souvenez-vous de Nikolaïevka, pas comme d'une victoire, mais comme d'une leçon. Une leçon sur le fait que la guerre est un mal, et qu'il faut l'éviter à tout prix.